Les troupes françaises sont en reflux. Ils ont abandonné l'idée d'arrêter les Allemands sur l'Aisne. Franchement, l'Aisne n'a jamais été d'ailleurs importante à ce moment-là. Et ils pensent que sur la Marne, eh bien, éventuellement, on pourrait revoir le miracle de 1914, puis après de 1918, c'est-à-dire bloquer les Allemands à la Marne. Donc ils vont demander à des unités françaises de s'installer sur la Marne et de former à chaque pont des molles de résistance. Donc il va y en avoir à chaque pont, c'est-à-dire à Charly-sur-Marne, bien sûr à Château-Thierry. Le pont qui se trouvait avec la voie SNCF, qui est soi-disant le pont de Bral, qui nous manque toujours actuellement, eh bien, le pont, on l'avait déjà, il avait déjà sauté, parce que en fait, les trains ne fonctionnaient déjà plus, etc. Donc celui-là, on l'avait déjà fait tomber, et restait ici ce pont qui avait été construit après la destruction du pont en 1918, le pont Perronnet, qui était un pont à 3 arches, et ils avaient déjà fait un pont qui ressemble déjà un petit peu à celui qu'on a là, qui est un pont à 1 arche, pour permettre justement et faciliter le passage des péniches. C'était la volonté. À Paris aussi, ils ont tout fait pour qu'il y ait de moins en moins d'arches. Donc c'était déjà un pont qui était relativement moderne, qui ici, vous le verrez de ce côté-ci, avait déjà les armoiries de la ville, qui étaient présentes. Et donc c'était un pont qui était aussi aménagé pour pouvoir le faire sauter. Car à l'origine des ponts, même encore maintenant, il existe ce qu'on appelle des puits de mine à l'intérieur, c'est-à-dire que dans le puits de mine, c'est un trou qui est fait dans un endroit particulier du pont où on sait que si on le fait péter, eh bien il va péter complètement. Voilà. Ça n'existait pas sur le pont Perronnet. C'est pour ça que le pont Perronnet n'a été mangé qu'à un tout petit morceau. Là ici, c'était prévu dès le départ. Donc, plus facile. Le génie d'ailleurs a des plans de tous ces ponts, et à chaque fois, il va mettre les charges là où il faut. Ici, le 9 juin, on met en place une petite unité. Ces petites unités, en fait, sont à chaque fois, c'est un char. Alors, on a dit que c'était des FT-17, c'est faux. C'est des R35, Renault 1935. C'est quand même des chars qui sont des chars légers, mais des chars qui sont quand même valables. C'est des chars quand même comme le FT-17 avec 2 à l'intérieur, un conducteur, un tireur. Mais c'est des chars qui sont déjà bien blindés. Et surtout, c'est des canons de 38 courts, mais avec des obus perforants, qui vont faire beaucoup de mal, en particulier aux premiers Panzers allemands, qui sont des Panzers légers. C'est pour ça qu'ils allaient vite, mais ils sont légers. Ils vont leur faire beaucoup de mal. C'est le lieutenant Morel, qui est le responsable du pôle de résistance de Château-Thierry. Il y en a un autre à Mont-Saint-Père. Le char, d'ailleurs, à Mont-Saint-Père, restera très longtemps bloqué sur la place du monument aux morts. Il avait été abandonné là. Au moment de se mettre en place pour protéger le pont, c'est-à-dire il aurait dû être de l'autre côté, il n'a pas réussi à passer de l'autre côté, il est tombé en panne d'essence. D'où les problèmes. Ouais, vous comprenez pourquoi l'armée française avait de gros problèmes. Problème de subsistance, problème de matériel. Et les chars, ils tombaient en panne d'essence, tout simplement. Pas de radio. Pas de radio, donc impossible de prévenir. Donc il est resté là, et puis ils sont passés, puis ils l'ont laissé là. Voilà. Il n'avait même pas assez de grenades pour faire péter la culasse, donc en fait il était tel quel. D'ailleurs les Allemands l'ont récupéré et s'en sont servis. Et les Russes. Contre nous d'ailleurs. Et les Russes. Un peu plus tard, les Russes, voilà. Ils vont se servir du matériel qu'on a gardé, parce qu'on n'avait même pas les moyens de faire péter les culasses pour les rendre inaptes au tir. Donc ici, sur Château-Thierry, on est un petit peu mieux organisé, on a un char R35, on ne le voit pas parce que c'est un petit peu plus loin sur le quai, mais sur le quai, en allant vers l'entreprise Couesnon qui est au bout, et bien là, le quai Couesnon, on va avoir deux batteries anti-chars. Ces batteries anti-chars, elles sont complètes, elles sont présentes, elles ont été mises en place avec son personnel, et il va y avoir une mise en place réelle d'un plan de défense. L'aspirant de Rouget, qui se retrouve ici avec son camarade qui est chauffeur, lui, l'aspirant de Rouget, il va même aller sur une porte cochère de la rue Carnot, mettre à la craie ses angles de tir, etc., pour pouvoir gérer au mieux la défense du pont. Parce qu'il s'aperçoit très vite, et on va le voir là, que le char est gêné en fait par les parapets du pont pour arriver
à tirer. Et il ne sait pas trop bien si les Allemands vont arriver de la droite ou de la gauche. Donc, il va prévoir de bouger pour avoir ses angles de tir. Ce croquis qu'il a fait, il restera pendant plus de 20 ans sur cette porte cochère rue Carnot. Et c'est un jour où les gens vont changer la porte cochère qui disparaîtra à tout jamais. Mais il y avait une volonté, en fait, d'avoir chacun des angles de tir particuliers. Enfin, il y avait quand même une résistance coordonnée. Il ne faut pas croire que ça s'est fait comme ça. Par contre, ils vont attendre le dernier moment. Pourquoi? Parce que les unités françaises refluent sur la Marne pour éventuellement se reformer à l'arrière, en espérant encore qu'on pourrait repousser les Allemands avec une coordination réelle de division. Donc les troupes françaises continuent à passer, le 9, le génie, le 9 met en place ses charges, pas de souci. D'ailleurs ici, donc, il a été représenté le gars du génie qui avec son petit fil, etc. Ses collègues sont là avec le détonateur. Et on voit, il a été mettre une petite charge, elle est dessous, il l'a représentée, elle est dessous le pont. Donc ça c'est fait le 9. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien, ils le font tranquillement, c'est fait comme il faut. Le 10, les troupes françaises commencent à diminuer, on va récupérer au fur et à mesure, et le lieutenant Morel en a l'ordre, des isolés, ce qu'on appelle des isolés. Des gars qui ne sont plus vraiment avec leur régiment, qui ont toujours une arme mais qui refluent. Et il va récupérer comme ça quelques-uns d'un régiment d'infanterie alpine. Il va récupérer des gars du bataillon de génie, qui va donner au sous-lieutenant qui commande le génie. Le sous-lieutenant qui commande le génie, c'est le sous-lieutenant Paulès. Et donc il va avec lui, il va réussir à mettre quelques éléments aussi dans les bâtiments pour protéger. Il va mettre aussi quelques éléments en bordure de la Marne pour tirer sur les Allemands s'ils se mettent en place. Or, à un moment, va arriver une colonne allemande, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas de suite que c'est des Allemands. Ils sont avec des véhicules un peu civils, et ils ont des drapeaux tricolores, et ils se disent « Ah, attention, c'est des gars de chez nous qui vont passer au pont. » Donc, ils les attendent. En fait, heureusement pour eux, un habitant de Château-Thierry a été mettre son camion en travers du pont. Il est ici. Vous voyez? Et il a, avec des habitants, mis des moellons pour empêcher qu'on l'avance et qu'on le recule intempestivement. Bien lui en a pris, parce qu'en fait, c'est des Allemands qui arrivent et qui vont mettre en place immédiatement une bâtie anti-char et une automitrailleuse. On commence à tirer. On commence à tirer sur les personnes qui sont en face. Et là, l'aspirant de Rouget, s'apercevant qu'en fait ce qui arrive, c'est des Allemands, et bien là, il commence à tirer. Et il va commencer à tirer, et il va détruire pas mal de véhicules, les uns derrière les autres. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient, poum, les gars d'anti-char là-bas, poum, poum. Et au fur et à mesure, le long du quai, il y avait pas mal de véhicules qui étaient en train de brûler, en train de machin. Ils vont tuer aussi pas mal d'Allemands, ils vont en blesser d'autres. Et puis, les Allemands vont commencer à leur tirer dessus. Alors, forcément, les batteries d'artillerie vont être les premières à se mettre à l'abri, parce que c'est les plus vulnérables. Et le char, lui, il va continuer à tirer. Il va continuer à tirer jusqu'à temps que le sous-lieutenant lui dise dis-moi, parce que moi, je vais faire péter le pont, quoi. Il faut que je le fasse péter. Et lui, il lui dit non, attends, je vais encore me déplacer un peu pour reprendre un axe de tir plus sur le côté. Et il demande donc à son conducteur de reculer le char. Mauvaise manipulation, il se prend la bordure ici de ce mur. Si vous remarquez maintenant sur la rue Carnot, la maison d'ailleurs elle a été refaite avec un angle. Et ça s'est écroulé. C'est tout le côté qui s'est écroulé. Et donc ils ont refait avec un biais. En fait, ça s'est écroulé sur le char. Alors c'est un char quand même, c'est pas très grave. Il a remis en marche avant, il est sorti des gravats comme il pouvait. Mais le problème, c'est que l'aspirant de Rouget, lui, qui est tireur, vous savez qu'ils ont un épiscope, et l'épiscope se retrouvait au milieu des gravats. Donc il s'est dit, je ne peux plus viser, stop. Il sort de sa cabine, il va, il commence à nettoyer devant, et il prend une balle. Voilà. Donc il est touché, c'est fini. Son ami, qui est aspirant aussi conducteur, Gribaud, il sort de son véhicule,
ils le traînent à l'arrière, avec un autre sous-lieutenant du génie, avec le sous-lieutenant du génie, ils arrivent à l'amener, ils font à peu près une 50aine de mètres, et ils vont devant ce que vous avez connu comme étant une quincaillerie, qui est devenu un restaurant, etc. Et ils vont l'amener dans la cave de cette quincaillerie, et là, eh bien, ils vont lui faire les premiers soins. En fait, c'est un médecin de l'infanterie coloniale qui était présent, qui va lui faire les premiers soins. Mais il s'aperçoit très vite qu'en fait, il y a une hémorragie interne et qu'il faut l'amener vers l'arrière le plus rapidement possible. Et donc, il va demander à une ambulance de l'infanterie coloniale de l'amener vers l'arrière et il part de suite sur ses hommes. Il demande à son pilote de continuer à tirer, puisque le char est à nouveau en position, il lui demande. Mais le pilote, lui, il ne sait pas trop. Lui, ce qu'il veut, c'est se barrer, quoi. Il a vu que son copain avait été touché, il se dit, moi, je n'ai pas tellement envie d'y passer. Et à ce moment-là, le sous-lieutenant, lui, eh bien, il dit, je fais péter le pont. Allez, on a fini, quoi, on ne peut plus se défendre. Et il appuie dessus. Et rien. Les balles, des obus, des machins, avaient coupé le fil. Et donc, il est obligé d'envoyer un premier soldat du génie pour aller remettre les fils. Il se fait tuer. Lui, le sous-lieutenant, part aussi. Il arrive à remettre les fils. Il remonte sur la berge pour appuyer sur le détonateur et il reçoit une balle qui lui traverse le cou. Il arrive quand même à faire péter le pont, mais le pont, du coup, il n'a pas pu remettre tous les fils et il n'y en aura qu'un morceau qui va tomber. Alors que normalement, comme c'était prévu, tout aurait dû tomber. En fait, il va tomber qu'un petit morceau ici. Voilà. Alors, le reste, d'ailleurs, les Allemands, après, vont le réparer et puis il va continuer pendant toute l'occupation, à servir. Et le pont ayant pété, eh bien, les combattants n'ont plus à rester là, puisque de toute manière, ils voient que les Allemands, et on le voit ici, eh bien, ils ont commencé à mettre des canaux dans la Marne et qui vont passer avec les canaux. Donc le fait d'avoir enlevé le pont, c'est parfait. Ils ne vont pas passer avec des véhicules lourds, mais de toute manière, à un moment ou à un autre, comme ils arrivent de plus en plus, les Allemands, eux, ils ne sont pas de taille à leur tenir tête. Donc, ils vont s'échapper. Et le chauffeur, lui, fait demi-tour à son char et il s'échappe aussi. Le char, on le retrouvera très rapidement sur la route de Montmirail. Il y a des photos où on voit le char de De Rouget, parce qu'il y a encore des gravats dessus, qui est abandonné sur la bordure du chemin de Montmirail. Il est en panne d'essence, il a été obligé de l'abandonner là, il est parti. Et lui aussi, c'est pareil, il n'a jamais pu faire péter sa culasse, et les Allemands vont récupérer le char. Voilà. Donc ça, la bataille de Château-Thierry est terminée, du Dijon. Le 11 juin, grâce à des travaux qui ont été effectués par la Société historique braloise, merci, eh bien, c'est M. Benquin qui faut remercier. Exactement. Merci à lui, lui et ses compatriotes, parce que je sais qu'il avait même eu des éléments qui lui avaient été à ce moment-là donnés par Drémont, qui lui, Drémont, avait fait aussi des recherches, avait des portes ouvertes aux archives, et avait réussi à avoir des choses très intéressantes. Et il a pu montrer que l'aspirant de Rouget, bien sûr, il n'a pas du tout été le seul à mourir ici à Château-Thierry, puisqu'on dénombre entre le 29 mai, un premier bombardement sur la gare qui a touché la gendarmerie, qui n'existe plus maintenant, mais là c'était un restaurant, etc. Là il y avait déjà eu le 29 mai 14 morts. Et après, on va rajouter quasiment 70 morts. 70 morts qui vont être des combattants qui vont se battre au fur et à mesure contre l'armée allemande. Et certains, on va le voir par rapport à leur date de mort, en particulier sur la côte 204, ils se battront jusqu'au 15 juin. Et certains seront tués là-bas, d'autres vont réussir à s'exfiltrer, à passer la Marne à la nage et à retourner comme ils pouvaient rattraper des troupes françaises. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, il y a quand même une unité qui était une unité relativement soudée, puisqu'un adjudant et une demi-section va se battre comme des lions le 10 juin, juste avant l'attaque allemande particulière. Ils vont se battre le plus longtemps possible, ici devant chez nous, ici, place des États-Unis. Et ils vont se battre, c'est des soldats du 25e Héry, qui vont se battre là pour
retarder l'avance, hein, justement dans l'idée de mettre en place ce camion pour bloquer le pont. Et donc, il va en mourir quasiment une dizaine. Ils vont être enterrés sur place. Il y en a un qui sera enterré carrément devant la Mafa. Il y en a un qui va être enterré juste devant les marches de l'hôtel de ville. Et grâce donc à leurs recherches, on a exactement les emplacements où ces personnes ont été enterrées d'une manière provisoire. Après, ils vont être rapatriés dans le cimetière civil par les Allemands, hein, en réquisitionnant les habitants de Château-Thierry. Ils vont être remis là-bas. Et après, la majorité vont être remis à la famille. Seul l'aspirant de Rouget, grâce à sa famille qui est une famille influente, va avoir la possibilité de rester sur place et d'être enterré à la nécropole. C'est pour ça que c'est le seul de 40 à la nécropole militaire. C'est le seul. Les autres, soit ils ont été rendus à la famille, soit ils ont été mis dans d'autres nécropoles qui étaient des nécropoles de 1940. Les Allemands, car on les oublie, ont eu beaucoup de pertes. Ils vont même avoir sur Château-Thierry une nécropole particulière à 40 qui sera sur le haut des Chéneaux. Et cette nécropole-là, eh bien, il y avait quasiment bien sûr Château-Thierry, Mont-Saint-Père, etc., dans la zone là, il y avait quasiment une centaine de corps. Sur Borral, par exemple, les Allemands ont souffert beaucoup et ils avaient leur tombe provisoire devant la mairie, avec deux canons. Il y a une photo qui est bien parlante. Et donc, tout le monde a eu un petit peu, dans chaque commune, des Allemands qui avaient été inhumés là par leurs camarades, et donc qui, au fur et à mesure, eh bien, ont été se mettre d'abord au Chéneau, et après des Chéneaux, ils sont partis au cimetière de la Malmaison. Donc, vous voyez qu'en fait, on parle beaucoup de l'aspirant de Rouget, ce qui est normal, mais il n'est pas le seul à avoir perdu la vie ici pour essayer de limiter l'avance allemande et dans l'idée qu'en fait, peut-être qu'à l'arrière, on allait pouvoir reconstituer des divisions valables, refaire venir du matériel. Voilà, c'est ça. Alors, je profite, j'en avais parlé un petit peu à la responsable, à la commune, mais je profite. Alors, la famille d'un des soldats qui est mort ici, juste devant la Mafa, avait décidé en 1946 d'honorer leur fils, et ils avaient créé en fait une plaque. Cette plaque, elle est en l'honneur de leur fils, avec leur nom et la date de sa mort, du 25e Éry, mort le 10 juin 40. Et cette plaque, ils l'avaient fait mettre à la Mafa, l'ancienne Mafa, dans la cour de la Mafa. Ceux qui sont les anciens d'ici voient bien comment elle était, cette cour. Et ils avaient fait mettre cette plaque à l'intérieur, considérant que c'était là qu'elle devait être, puisque le jeune était mort devant. Et puis, en fait, eh bien, ils sont aperçus, le régiment qui existait encore, le 25e Éry, a considéré que, ah oui, mais là, on n'honorait pas non plus les autres. Donc, du coup, ils sont revenus, ils ont remis une deuxième petite plaque dessous, et marqué « et à ses camarades ». Ce qui fait qu'on a englobé un petit peu tous ces pauvres soldats du 25e Éry, qui étaient morts là, pas pour rien, mais un peu oubliés. Il faut dire qu'on ne parle pas beaucoup de ces batailles perdues, hein, et après, on a été dans la liesse de la libération et tout ça, et ces gens-là, eh bien, ce qu'ils avaient donné de leur vie à ce moment-là, on les a un petit peu oubliés. Et elle est où cette plaque? Merci Michel de poser la question. On avait bien réfléchi. Monsieur le maire n'était pas là à ce moment-là. A priori, moi j'ai su renseigner un petit peu au moment de la démolition du bâtiment, elle n'y était déjà plus. Elle n'y était déjà plus. Donc, le bâtiment, il était quand même vétuste. Est-ce qu'elle est tombée? Elle n'était pas sous le hall? Si, elle était Je sous l'ai le vu, hall. moi, là. Je l'ai vu. Elle était sous le hall. Oui, oui. J'ai vu. Absolument. Il y avait un drapeau. Exactement. Exactement. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Avec le moteur de l'avion, Oui. soi-disant de Quentin Rosel. Oui, soi-disant. Mais, vous voyez, donc, d'ailleurs, il y avait dans la MAPA un petit musée, hein, à ce moment-là, qui était un petit musée qui rappelait 14-18. Et les Allemands, la première chose qu'ils ont fait, hein, pour la petite histoire, c'est qu'ils ont récupéré les deux mannequins. Car il y avait un mannequin américain puis un mannequin français. Ils les ont mis devant le monument de la DUS, l'ancien monument de la DUS, qui d'ailleurs a été cassé par l'aspirant de Rouget. On ne peut pas lui en vouloir, le pauvre, mais c'est vrai qu'un de ses obus a frappé un des petits obélisques. Eh bien, là,
ici sur cet emplacement-là, on a eu quand même des Allemands qui ont été enterrés, hein, 2 Allemands qui ont été enterrés, qui sont restés là assez longtemps aussi. Et j'ai perdu le fil là. Et les mannequins, ils avaient été placés devant, et les Allemands leur avaient fait faire le salut hitlérien, et donc à chaque fois qu'ils passaient des Allemands sur la route, parce que ça passait, hein, ils reprenaient le pont et ils repartaient sur Paris, etc. Et donc ils sont restés pendant je ne sais combien de temps faisant le salut hitlérien. Soldats de 14-18. De 14-18. Donc on avait un poilu de 14 et puis un soldat américain en train de saluer ceux qui passaient, quoi. Donc il y a eu nombre de photos qui ont été envoyées à Berlin, etc. Et ça faisait gosser tout le monde, bien sûr. Merci, monsieur Manchot. Voilà. Bravo, hein. Bravo. On peut encore applaudir, c'est tellement rare.